Madame la Ministre, pour ce message d'inauguration de notre 10e édition des grandes tendances de l'e-santé, pour bien partager cette vision de l'e-santé, de l'action publique également. On va en reparler bien sûr tout au long de cette conférence. Alors, on est avec vous pour cette conférence de cette 10e année. Je l'ai dit en introduction, on va se concentrer non pas avec une approche technophile, mais vraiment les grands enjeux de la santé. On va parler de vieillissement de la population, on va parler de maladies chroniques, de la santé des femmes, la santé mentale, le bon usage des données de santé, les inégalités territoriales, la cybersécurité. Alors, ce n'est pas exhaustif, ce que vous verrez tout au long de cette journée. Donc, pour les conférences, également les ateliers. Je l'ai passé rapidement après cette phase forcément un petit peu émouvante. Vous avez donc le hashtag e-santé26, donc vous pouvez donc partager sur LinkedIn, sur le compte des grandes tendances, vous verrez tout le contenu qu'on va vous partager. N'hésitez pas, les grandes tendances de l'e-santé, c'est aussi un moment d'échange et d'interactivité. Et puis également sur l'œil de l'e-santé, on va en parler tout à l'heure, où on partage également beaucoup de contenu que vous allez pouvoir retrouver. Voilà. Alors, on sait qu'il y a un constat par contre qui est important et qui est désormais, j'irais, convenu par tout le monde, Ariane, c'est qu'on ne peut pas relever donc, ces défis sans transformer en profondeur en fait, notre manière de prévenir, de soigner et d'accompagner. Et c'est là que le numérique, bien sûr, occupe maintenant une place centrale pour les patients et bien ceux qui les soignent. Alors vous l'écriviez d'ailleurs récemment sur votre page LinkedIn, que vous alimentez abondamment, je crois que tout le monde en convient, et pour notre plus grand plaisir, le numérique n'est plus une option, vous l'écriviez dans votre récente tribune publiée il y a quelques jours. Oui, effectivement, la question, c'est plus de savoir, Jérôme, si le numérique va changer notre système de santé, la question, c'est de savoir comment. Alors pour explorer cette trajectoire, pour prendre de la hauteur, pour imaginer ensemble la manière dont les technologies numériques vont dessiner notre système de soins en 2035, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Stéphanie Alassonnière. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Bonjour professeur Alassonnière, chère Stéphanie. Donc une nouvelle fois, un grand merci pour avoir accepté cette keynote d'ouverture. Donc on ne vous a pas avatarisé. Je sais que vous êtes déçus, mais peut-être l'année prochaine, on pourra le faire. Mais on préférait vous avoir en chair et en os pour cette 10e édition. Donc Explorer demain, comment le numérique peut être une réponse aux enjeux et défis de la prochaine décennie. Alors, vous êtes, attendez-vous, prenez des notes pour le CV du professeur Alassonnière, vous êtes mathématicienne, chercheuse, vice-présidente de Paris Cité en charge de l'innovation et de la valorisation, spécialiste de la donnée de santé, cofondatrice de la start-up Sonio que vous avez revendue l'an dernier à Samsung Medicine, la branche santé du géant coréen de l'électronique. Bref, vous êtes au cœur des innovations que le secteur de la santé nous offre depuis plusieurs années. Et nous sommes très heureux de commencer cette 10e édition par votre vision, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui ne doit pas être technophile, mais vraiment de se dire comment dans cet exercice pas simple, 20 minutes, pour nous dire qu'est-ce qui va nous permettre de développer plus de relations, plus d'humanité, plus d'empathie entre les patients et les problèmes de santé. Donc on va vous laisser bien sûr nous présenter votre keynote. Il y a eu beaucoup de questions et je remercie le public qui a partagé en disant voilà, on aimerait voir ça et ça pour la keynote. Mais avant, on a en fait deux questions. On a une première question, Stéphanie. Alors, on va voir la slide, je crois, qui va être affichée. Je crois que c'est vous qui l'avez. Voilà. Vous voyez à l'écran, pour tout le monde, une slide qui concerne Demis Hassabis, sœur Demis Hassabis, pour être précis, qui est le prix Nobel de chimie 2024 sur ses travaux avec AlphaFold, donc qui est sur le repliement des protéines. Qui est le CEO de DeepMind, qui a été racheté par Google, qui s'appelle Google DeepMind, et qui prédit qu'à horizon 2036-2040, c'est-à-dire la période de votre exercice de prospective, que l'ensemble des maladies humaines seraient guéries grâce à l'IA. Et je sais, Ariane, que vous avez aussi une question. Il y a une deuxième question, d'ailleurs Jérôme, c'est pas moi qui la pose, c'est Nicolas Revel. Nicolas Revel, qui est donc, vous le savez, le directeur général de l'AP-HP, que nous avons pu interviewer dans notre média vidéo, l'œil de l'e-santé. Je propose qu'on numérique en santé, l'e-santé, pour moi, ça va vraiment être un des éléments qui devrait permettre, j'espère, à notre système de santé de sortir de l'impasse dans lequel on est aujourd'hui. L'impasse, c'est quoi? C'est qu'on a des besoins de santé qui vont très fortement augmenter dans les prochaines années. Vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques. On est aujourd'hui à 25 millions de Français atteints d'une maladie chronique. On sera à 30 millions dans 10 ans. Voilà. Et donc ça, c'est un enjeu considérable. On a besoin d'avoir des soignants et des médecins en face. Et ça pose évidemment un problème de soutenabilité économique. Parce que tout ça va coûter beaucoup plus cher. Et on sait que la dépense de santé dans notre pays, elle va augmenter, mais elle ne peut pas non plus augmenter de manière inconsidérée. Nous n'en aurions pas les moyens. Et quand on regarde bien, en fait,
le sujet qui est devant nous, ce n'est pas tellement de savoir comment une personne malade, très malade, qui arrive à l'hôpital est soignée dans ce qu'on appelle une phase aiguë de sa maladie. C'est surtout face au sujet des maladies chroniques, comment on va suivre ces malades dans la durée. Des malades qui sont chez eux, qui vont vivre très longtemps, mais sur lesquels on a besoin de monter une organisation de soins qui permette que ces malades aillent mieux le plus longtemps possible et retardent la phase où on doit prodiguer des soins très lourds. Et là, le numérique en santé va être un élément absolument décisif. Le numérique, pas tout seul. On a besoin d'objets connectés, on a besoin de solutions numériques, mais dans des organisations de soins, avec des infirmières de coordination, avec des médecins spécialistes, avec le médecin généraliste. Et donc, c'est pour moi le grand sujet des temps à venir, c'est comment on organise tout cela pour faire que notre système de santé reste soutenable par, non pas des baisses de prix ou des baisses de remboursement, mais par notre capacité tout simplement à mieux soigner. Alors Stéphanie, on vient d'entendre Nicolas Revel, on a lu tout à l'heure les propos de sœur Demis Hassabis. À votre avis, sont-ils tous les deux dans le vrai concernant les enjeux de e-santé et l'apport du numérique dans la prochaine décennie? Alors, déjà, merci de l'invitation et de m'avoir fait confiance pour cette keynote. Tu le disais, Jérôme, c'est un exercice assez périlleux parce que la technologie va tellement vite qu'on risque assez vite de ne pas être très précis dans les prédictions qu'on va faire. Mais je pense que Nicolas Revel a raison, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre à bras-le-corps, utiliser à son potentiel maximum pour que notre système de soins devienne pérenne et qu'on soit en capacité de faire face à tous les enjeux qu'il a mentionnés. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Demis Hassabis en ça que ce n'est pas l'IA qui va soigner. Ce seront des IA qui vont aider, mais le soignant restera le médecin, l'infirmière, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses sont déjà apparues et qu'il y a déjà des choses qui sont commencées. Et je pense très sincèrement que ce qui va évoluer, ça va être la rapidité à laquelle les éléments vont percoler dans le système de soins, je dirais plus de santé. Alors pour moi, il y a 4 axes. Ça marche? Non, ça ne marche pas. Hop. Allez. On a tout testé, non? On a tout testé, sauf ça. Non, si, ça y est. Donc pour moi, il y a 4 axes qui sont importants. Vous allez avoir la médecine 5P, évidemment tout ce qui est captation intelligente de la conversation, l'ambient listening, la recherche clinique qui va s'accélérer énormément, et puis évidemment l'IA agentique. Alors c'est les 4 axes que je vais essayer de développer un petit peu ce matin et essayer de nous projeter dans les évolutions des 10 ans à venir. Alors déjà, la médecine 5P, c'est prédictive, préventive, personnalisée, centrée sur le patient avec des preuves. Alors, centré sur le patient, je pense que c'est évident quand vous êtes médecin, je ne le suis pas, donc disclaimer de nouveau. Quand vous êtes médecin, vous le faites pour le patient, et donc c'est quelque chose qui me paraît évident. Pour les preuves, je voudrais juste faire remarquer que ce n'est pas nouveau, les essais cliniques existent depuis le XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui est déjà ancré dans la pratique médicale, de faire des choses qui ont été prouvées. Il ne faudrait juste pas que le numérique soit un objet différent sur lequel on demande plus de preuves, parce que ça risquerait de limiter et de nous priver des découvertes assez majeures. Par exemple, on peut penser à Pasteur, quand il a fait le vaccin contre la rage, il ne l'a pas testé sur beaucoup de patients avant. Alors, si on vient sur la partie d'abord prévention, la prévention à l'heure actuelle se fait par des masses de population. Par exemple, le cancer du sein, à partir de 50 ans, les femmes, tous les 2 ans, sont invitées à venir se faire tester. Je pense que l'IA va nous permettre l'IA et la donnée vont nous permettre de faire des campagnes de prévention qui seront beaucoup plus ciblées. Et en particulier, vous allez avoir, par exemple, les femmes qui seraient à risque, plus jeunes, qui seraient amenées à venir tester leur fragilité plus tôt dans leur vie, et puis celles, par contre, qui ont moins de risques pourraient avoir des examens qui soient moins réguliers. Et ça, c'est un exemple fondamental, mais qui spécifie bien le besoin de biomarqueurs. On va avoir besoin de faire émerger de la donnée, de faire émerger ces caractéristiques des patients qui vont permettre véritablement d'être très fins et personnalisés dans la prévention et dans le traitement. Donc, on va avoir beaucoup d'usages de données, les données médicales que vous avez dans mon espace santé par exemple,
Vous allez avoir les données issues d'objets connectés, les montres, les bagues, les smartphones, les capteurs qui peuvent être implantés ou des balances, peu importe. Toutes ces données-là sont extrêmement importantes parce que ça va être des données qui vont alimenter la base de données en continu. Après, l'importance, si on veut faire de la prévention, c'est d'utiliser les données environnementales. Et quand je dis environnementales, c'est beaucoup plus large que simplement où habite le patient. Oui, c'est important de savoir que ce jogger fait son jogging régulier dans un endroit visiblement urbain par rapport à une belle plage de Vendée brassée par les vents iodés. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui va être important aussi, ça va être évidemment de regarder l'alimentation, de regarder la catégorie socio-professionnelle de chacun des individus. Leur logement, on sait en particulier que des logements très bruyants sont des facteurs aggravants de problèmes de santé mentale. Tous ces facteurs-là doivent être pris en compte et doivent alimenter la personnalisation des données d'un citoyen qui n'est pas encore malade, en tout cas on l'espère. Et puis après, il y aura des marqueurs qui émergent et qui sont de plus en plus utilisés, par exemple la voix. Le marqueur vocal, alors on comprend pourquoi il est important dans des maladies neurodégénératives, par exemple la maladie de Parkinson, où vous allez avoir des tremblements qui vont être faiblement détectables sur les mouvements, mais qui vont commencer à arriver sur la voix et qui vont vous permettre de détecter de manière très précocement ces maladies. Et en fait, ce dont on est en train de s'apercevoir, c'est que la voix devient aussi un biomarqueur pour des maladies qui, a priori, n'avaient pas de présentation clinique liée à la voix, comme le diabète. Il y a des études qui sont en train d'être menées sur le fait que la voix pourrait être un facteur qui permettrait d'identifier de manière anticipée les maladies comme le diabète. Alors tout ça, ça va être des données qui vont être collectées en permanence de manière longitudinale et qui vont venir alimenter le jumeau numérique. Chaque individu aura son double numérique qui sera mis en continu, qui sera mis à jour en continu. J'avais le mot en anglais, désolé, update, mais ce n'est pas très bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? C'est un modèle numérique personnalisé d'un patient ou d'un citoyen qui combine toutes les données, donc imagerie, génétique, biologie, etc., toutes les données environnementales dont je vous ai parlé et qui est en longitudinal. C'est-à-dire vraiment, l'aspect évolutif est extrêmement important. L'avantage, c'est qu'on est en capacité avec ces jumeaux de faire de la prédiction. Et là, je vais vous montrer ce qui a déjà été fait donc, dans l'équipe avec qui j'ai travaillé à l'Institut du cerveau, qui est l'équipe Aramis. On a mis au point un jumeau numérique du vieillissement cérébral au cours des maladies neurodégénératives. Et là, vous avez le vieillissement de la maladie d'Alzheimer entre 50 et 90 ans. Vous voyez les différents marqueurs qui ont été utilisés. On a des marqueurs issus de l'imagerie, mais aussi des marqueurs cognitifs qui permettent d'anticiper un patient, l'état d'un patient. Là, vous avez le jumeau numérique d'une population. Et quand on a un nouveau patient qui se présente, on va personnaliser le modèle de la même manière que vous personnalisez le modèle de croissance de vos enfants en faisant les petites croix dans le carnet santé et en extrapolant ce qui va se passer. Là, on fait pareil, on fait des petites croix. On personnalise et on regarde quelle est la dynamique du patient et on est capable d'anticiper de 4 ans les maladies de type Alzheimer. C'est important parce que ces jumeaux numériques sont déjà utilisés pour la qualification des patients dans les essais cliniques, parce que ce sont des maladies au long cours, il faut avoir les bons patients au bon moment sur des essais cliniques qui sont parfois courts. Et l'idéal serait que ces jumeaux numériques soient utilisés de manière beaucoup plus intensive, et en particulier pour l'aide au diagnostic, pour l'aide à la prise en charge. Alors évidemment, on a fait ça pour le cerveau, c'est peu. Il existe des modèles pour le cœur, il existe des modèles, il va exister, j'espère très bientôt, des modèles pour le foie. Et l'idée, ce serait d'arriver au jumeau numérique corps entier. L'avantage du jumeau numérique corps entier, il est évident parce que ça va permettre d'être beaucoup plus précis en termes de prise en charge, mais ça va aussi permettre d'expliquer au patient ce qui va lui arriver. Avec le jumeau numérique, on pourra lui montrer quelle sera la thérapie qui va suivre ou la chirurgie ou autre prise en charge. Et ça remet le patient au centre, et dans cette médecine 5P orientée patient, ça le remet au centre du jeu. Alors, évidemment, tout ça, ça va aussi aider pour les politiques de prévention qui vont pouvoir être des politiques dynamiques. On va tester des choses sur les jumeaux numériques et on sera en capacité d'avoir une évaluation en amont des politiques de prévention. Le deuxième axe qui me paraît important, c'est l'optimisation du parcours de soins en utilisant la captation
intelligente des conversations. Alors ça existe déjà, hein, évidemment. On a des éléments des entreprises extrêmement performantes. Je vais citer Nabla, Doctolib, et puis il y en a une dans la salle qui est Tandem Healthcare. Tandem Health, pardon. Qui sont présents dans la salle. Donc l'idée de cette captation, c'est lors de l'entretien entre un patient et son praticien, eh bien, on capte l'information liée à la détection des symptômes, la détection éventuelle des événements indésirables. On va être en capacité de rédiger un compte-rendu de manière complètement automatique et standardisée, de rédiger les lettres d'adressage aussi pour permettre d'utiliser le bon vocabulaire entre ce qui va aller au patient et ce qui va aller à un confrère. Et puis, de manière plus pragmatique, d'avoir l'extraction des codes SIM10 pour la facturation de manière plus automatique. Alors, ça a l'air d'être déjà un petit peu répandu. J'ai eu la chance de rencontrer un psychiatre qui m'a expliqué que la solution qu'il utilisait, qui est celle de Nabla, donc c'était il y a 2 semaines, avait complètement changé sa pratique et recentré fondamentalement son dialogue avec le patient. Donc, il suit le diplôme universitaire de l'Université Paris-Cité sur IA et santé. Et alors que la psychiatrie est vraiment basée sur le dialogue avec le patient, il trouvait que les solutions lui permettaient de se recentrer sur le dialogue avec le patient. Fini les prises de notes et des prises de notes qui lui font perdre le fil. Fini les erreurs, les oublis. Et évidemment, une reconcentration sur ce temps médical dédié aux patients. Et je lisais ce matin qu'à peu près 50% des médecins, toutes spécialités confondues en Île-de-France, s'estimaient déjà extrêmement chargés et avec une charge mentale et une charge professionnelle très forte. On voit là comment on pourrait réalléger tout ça et remettre le médecin dans sa pratique médicale. Alors, le but dans 10 ans, c'est que, évidemment, tous ces dispositifs soient partout, chez tous les praticiens, que ce soit des médecins, des infirmiers, des kinés, etc., pour que la conversation soit en temps réel captée et que, évidemment, il y ait un territoire complètement couvert, pas simplement l'hôpital, mais aussi la médecine de ville. Alors, le 3e axe, c'est la recherche clinique. Pour moi, la recherche clinique, elle est extrêmement importante et l'IA doit vraiment faire ses preuves là pour qu'on accélère enfin toute cette partie de recherche clinique et que les innovations accèdent plus vite, se retrouvent plus vite dans les mains des utilisateurs, patients ou médecins. Alors, la recherche clinique, il y a 2 aspects et en fait, on va revenir sur le jumeau numérique parce que si vous imaginez, un jumeau numérique, c'est incroyablement précis, incroyablement intéressant et c'est, comme je vous le disais, quelque chose qui est mis à jour en continu. Là, vous avez mon jogger de tout à l'heure qui fait sa rééducation et en fait, l'information de comment il perçoit, comment son corps perçoit la rééducation, comment il se réadapte, est une donnée intéressante pour la recherche qui va nous permettre d'adapter les parcours, d'être en capacité de faire quelque chose de beaucoup plus ciblé pour cette personne, mais aussi de potentiellement tester sur d'autres personnes ce qui pourrait arriver et comment prendre en charge. Alors, l'idée, évidemment, d'utiliser les jumeaux numériques, ça va être aussi pour le médicament, par exemple, anticiper les toxicités, trouver les bonnes doses, être en capacité de proposer des lignes successives de traitement qui soient pertinentes et pas forcément de masse. De même, pour le dépistage, on a des choses qui sont un petit peu standardisées. Là, être en capacité d'être beaucoup plus précis sur chaque ligne de traitement selon des sous-groupes de population. Et donc, c'est le bon médicament au bon moment, au bon patient et de manière complètement exhaustive sur la population. Alors après, l'autre aspect, et évidemment, c'est des choses qui vont arriver, mais qui commencent déjà à arriver, c'est l'IA générative. L'IA générative, alors ce n'est pas que les modèles de langue, l'IA générative génère beaucoup, évidemment du texte, ça vous l'avez tous vu et vous l'avez tous probablement déjà utilisé, mais on génère des images, on génère des données biologiques, on est en capacité de générer plein de choses comme ça, en longitudinal, en multimodal, c'est-à-dire on a plusieurs modalités et on génère plusieurs modalités également, ou des modalités conditionnelles. Et puis, évidemment, on va s'attaquer à la génétique. Alors, à quoi ça peut servir tout ça ? Eh bien, la première chose, dans la recherche clinique, on a 1/3 des essais cliniques qui sont à risque à cause du recrutement. Le recrutement, c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque l'essai clinique standard vous dit 50% dans chaque bras, 50% traité, 50% contrôle. Ça veut dire que si vous avez besoin de 300 patients pour voir les effets de votre traitement, vous allez avoir besoin de 300 patients qui auront le bras contrôle. L'idée, ici, ça va être de ne recruter
qu'une partie de ce bras contrôle, de manière intelligente, pour être en capacité de l'augmenter avec l'IA générative et de reproduire ce qu'on aurait eu si on avait utilisé, entre guillemets, les données de vrais patients. Alors, pourquoi ce n'est pas encore présent? Parce qu'il y a deux contraintes. La première, évidemment, est la contrainte technique. Alors, je dirais qu'elle n'existe presque plus. On est capable maintenant, à partir de petits jeux de données, de générer des données qui sont significativement pertinentes, à la fois médicalement et statistiquement. Il va falloir un deuxième levier, ça va être d'avoir une pertinence de la base de données, la représentativité de la base de données initiale. Mais là aussi, techniquement, il y a des choses qui existent et on est en train d'étudier la façon dont on pourrait proposer un RCT nouvelle génération. Et l'avantage, c'est que si on combine tout ça, on aura une puissance technologique qui sera très importante. Reste le réglementaire, où il va falloir convaincre les autorités que dans le cas où les recrutements sont tendus, ça a un intérêt pour tout le monde d'utiliser ces nouvelles technologies. Alors, ça sert pour les essais cliniques, ça va servir pour les dispositifs médicaux numériques également, quand vous allez avoir des modèles de plus en plus grands, comme les modèles de fondation, voire ce que Yann Lequin appelle les world models, c'est les modèles globaux, qui vont prendre des données qui vont être extrêmement multimodales, hétérogènes, eh bien, on va avoir besoin d'avoir accès à des données de plus en plus massives. L'idée ici, c'est de dire, vous avez peut-être besoin de beaucoup de données, mais peut-être que si vous choisissez de manière intelligente les représentations des centres dans lesquels vous allez recruter les données et que vous augmentez localement chacun des centres, vous aurez besoin de moins contractualiser avec différents centres. Au lieu de 100 centres, eh bien, il n'y en aura plus que 30 et vous aurez localement augmenté les données. Et donc, on va gagner en efficacité, en compétitivité et on va accélérer ces processus-là. Alors après, il y a le dernier aspect et qui me tient quand même à cœur parce que je fais partie d'une université, donc c'est la recherche publique qui est importante. Quand vous avez besoin de données pour la recherche, il faut pouvoir y accéder de manière facile et efficace et pouvoir faire des études de faisabilité presque en claquant les doigts. L'idée, c'est de pouvoir avoir des bacs à sable où vous allez avoir des données anonymisées représentatives de ces bases que vous avez en interne, mais que vous pouvez mettre à disposition pour aider à la recherche, je dirais, de première intention, c'est-à-dire regarder s'il y a l'information que je cherche dans cette base de données. Si oui, je vais aller demander l'accès à la vraie base de données. Ces notions de bac à sable sont essentielles pour toute la recherche. Elles vont être essentielles aussi pour pouvoir faire du benchmark sur des modèles, parce que beaucoup de modèles sont en train d'émerger et on est incapable de les comparer parce qu'on n'a pas les mêmes données. On compare des choses comme des pommes et des poires, c'est bien joli, mais ça ne va pas suffire. Ce qu'il va falloir, c'est des bases de données de référence sur lesquelles la comparaison va être faisable et de ce fait, on comprendra l'évolution de chacune des technologies. Alors, le dernier axe, c'est l'IA agentique. L'IA agentique, c'est un peu futuriste pour l'instant, en tout cas en santé. Mais je pense que si vous imaginez tout ce qu'on vient de dire, transposé et regroupé, orchestré par un agent IA qui va coordonner tout ça, eh bien, vous pouvez imaginer ce que pourrait être, par exemple, le parcours de soins. Et là, hop, je fais jouer la vidéo d'abord, si elle veut bien. Alors, voilà, on retrouve notre jogger. Et vous allez voir son parcours de soins optimisé par l'IA agentique, les biomarqueurs, l'ambient listening, des rendez-vous, la chirurgie, évidemment la réadaptation, pour espérer que notre jogger recourt aussi bien et aussi vite. Ça a disparu, c'est pas grave. Non, c'est bon, ça y est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où la donnée du biomarqueur aura informé le jumeau numérique, une alerte aura été donnée. L'alerte sera directement envoyée à un médecin. Il y aura une prise de rendez-vous automatique par un agent d'IA qui sera faite. Prise de rendez-vous. Une fois la prise de rendez-vous faite, le compte-rendu de ce rendez-vous, l'adressage, la planification des examens sera elle aussi organisée de manière complètement ordonnée, c'est-à-dire on prend en compte le fait qu'il faut faire les examens avant d'aller voir le spécialiste et qu'il y a un temps de transmission des résultats qui soit le bon. Une fois qu'on a ça, on se retrouve aussi avec éventuellement la rencontre avec le spécialiste pour la prise en charge avec le jumeau numérique, l'explication là d'une chirurgie où vous avez dans la salle de chirurgie
les robots et les humains qui interagissent de manière extrêmement coordonnée. Alors, on n'est pas encore dans ce que nous présentera Guillaume Charvet après, qui est vraiment l'interface cerveau-machine, mais on a une interaction entre les agents IA et les agents humains orchestrés par une IA agentique qui sera complètement optimale, avec comme unique but de faire courir notre jogger le plus rapidement possible à la fin de sa phase malade. Et donc, l'IA agentique, ce sera l'orchestre qui pourra prendre en compte et s'adapter à tout instant pour essayer d'exécuter des actions les plus optimales possibles dans l'unique but, et ce sera ça qui changera tout entre un agent IA qui fait une action et l'IA agentique qui n'a qu'un objectif et qui adapte les actions au fur et à mesure, eh bien, l'IA agentique optimisera le résultat. Et puis, je voudrais mentionner un deuxième exemple qui est probablement quelque chose d'assez facile, je pense, à mettre en place, c'est le maintien de l'autonomie. Imaginez actuellement, pour savoir si, et je vais reprendre les propos d'Antoine Piot que j'ai rencontré la semaine dernière, si Mamie Germaine est tombée dans sa cuisine, eh bien, en fait, il faut que sa fille s'inquiète, qu'elle demande à un voisin de passer pour réussir à savoir que Mamie Germaine est tombée. Sauf que ce n'est pas ça qu'il faudrait. Il faudrait qu'il y ait des agents IA qui, de manière complètement aléatoire dans la journée, appellent les patients isolés, vérifient qu'ils répondent ou rappellent s'ils ne répondent pas. S'ils répondent, qu'il y ait une captation de la voix pour récupérer les signaux, vérifier la cohérence des questions de jour en jour, vérifier également s'il n'y a pas des pertes d'audition, de mémoire, etc. Et mettre en place, si jamais il y a une alerte, quelque chose qui est par exemple ici, alors ce n'est pas le voisin, c'est le facteur, et la Poste Santé Autonomie est en train de déployer tout ça, mettre en place le suivi à domicile par des personnes qui seraient accessibles et qui pourraient venir directement œuvrer pour Mamie Germaine qui est par terre. Alors, en conclusion, il n'y en a plus. Moi, je pense que d'abord, les nouvelles technologies sont prêtes, les choses s'avancent vite et on va avoir besoin d'une chose qui est assez importante, c'est la technologie quantique. Parce que l'afflux de données sera hyper important, donc la puissance du calcul quantique va être fondamentale. On va aussi avoir besoin de former les soignants, former les patients, former tout le monde, les citoyens. Il faut une formation holistique parce qu'il faut, pour les soignants, comprendre évidemment, un peu comme vous comprenez votre voiture, comment elle fonctionne. Vous avez une vision globale, vous savez quand ça s'allume, ce qu'il faut regarder dans le livre et qui appeler en cas de problème, et bien vous aurez cette même vision et cette même approche de l'IA. Vous n'avez pas besoin de devenir des data scientists ou des mathématiciens. Restez médecin, restez infirmière, faites votre boulot et nous, on fera le nôtre. Après, il faut faire attention, il y a un réel risque de désalignement entre la vitesse de déploiement possible des technologies et la vitesse un peu plus lente de la régulation. On sait très bien que réguler sur quelque chose qui n'existe pas, c'est compliqué. Mais je pense que vraiment l'urgence, ça va être de changer de point de vue et d'avoir une gouvernance complètement proactive où il va falloir changer le cadre d'évaluation de tous ces dispositifs numériques pour être plus rapide, d'avoir des standards de qualité qui sont adaptés au numérique, d'avoir un accès équitable aux outils et faire attention que ce soit vraiment sur tout le territoire, avec une régulation constructive. Et donc j'espère que la médecine 5P, avec tout ce que je vous ai montré, dans 10 ans, ce sera efficace partout, sur tout le territoire et pour toucher tous les citoyens. Merci. Merci Denis, je pense qu'on peut applaudir le professeur Alassonnière. Pour vous remercier d'une part du principe d'avoir respecté le timing, c'est bien d'avoir une mathématicienne pour faire la conférence inaugurale. Vous avez cité également la formation. Je rappelle que tout au long de la journée, vous aurez des ateliers. Notamment, il y aura un atelier dédié sur la formation auprès des profs de santé qui va être un élément que vous allez voir tout au long de la journée. Et puis, vous avez également cité la société Tandem Health, qui est présente ici donc à Station F. Vous avez, je crois, on a aussi Laura Sofiati, qui est la nouvelle directrice générale France de Nabla, qui est présente également ce matin pour ceux qui sont à Station F, si vous voulez continuer les échanges. Et forcément, je sais que vous êtes très frustrés parce que vous êtes plusieurs milliers à nous suivre. Vous avez envie de poser plein de questions au professeur Stéphanie Alassonnière. On vous donc, invite à interagir sur les réseaux, donc le hashtag eSanté26 sur LinkedIn. Et puis Stéphanie, on vous propose de rester parce qu'il y a un sujet juste après qui vous passionne. Vous vous rappelez que l'an dernier, nous avions invité la start-up Wondercraft sur les exosquelettes et qui avait beaucoup plu parce que c'était un vrai symbole de l'apport en fait, de la technologie pour les patients. On a souhaité pour
ce 10e anniversaire, on parle beaucoup de souveraineté, il faut qu'on soit fier également de notre innovation. Et donc nous avons souhaité mettre en avant une innovation, vous l'avez cité, notamment donc, du CEA et de Clinatech. Et pour cela, on va accueillir Guillaume Charvet, qui est donc le responsable du programme Cerveau-Machine. Alors, est-ce que Guillaume peut nous rejoindre? Voilà, on peut l'applaudir. Bienvenue Guillaume. Alors vous aussi, vous avez un super CV, on est bien entouré, puisque vous avez, d'abord vous êtes un spécialiste des interfaces, donc cerveau-machine, on va parler dans quelques secondes, et vous avez coordonné notamment la première mondiale en 2024 avec une personne paraplégique qui donc remarchait en pilotant ses jambes par la pensée. Et donc ça nous semblait important pour illustrer ce Explorer demain. Alors, vous allez nous expliquer en quoi ces technologies peuvent réellement changer la vie de certains patients, et notamment, vous savez que les grandes tendances de la santé, c'est connecté à, on va dire, à l'actualité. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, QTI, le laboratoire de recherche français, a lancé une innovation donc, pour les patients atteints de la maladie de Charcot, pour avoir une IA qui va permettre, notamment Olivier Goua, qui bien sûr est très connu et porte ces sujets. Voilà un exemple concret. Est-ce que c'est ça le futur, Guillaume, avec les cerveaux-machines ? Oui, effectivement, le principe de l'interface cerveau-machine, c'est de pouvoir permettre à des patients en situation de handicap moteur d'interagir de manière naturelle, directement à partir de leur activité cérébrale. Alors c'est ce que je vais vous présenter, et je voulais vraiment vous remercier pour cette invitation qui me permet de présenter cette belle technologie française qui a été réalisée effectivement au CEA et en particulier à Clinatech. Basé à Grenoble. Et basé à Grenoble. Alors Clinatech, c'est un centre de recherche biomédicale où se mêle ingénierie avancée, innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais également recherche clinique translationnelle. Et je vais vous présenter ça dans la présentation qui va sûrement apparaître là maintenant tout de suite. C'est ce que j'espère. Voilà, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'une interface cerveau-machine déjà? Une interface cerveau-machine est composée de trois grandes parties. La première est un système d'enregistrement de l'activité électrique cérébrale, comme vous pouvez voir ici. Ici, c'est un système d'implant qui est capable de capter l'activité cérébrale de patients en particulier en situation de handicap moteur sévère. Associé à ça, il y a une brique de décodage de cette activité basée en particulier sur des méthodes d'intelligence artificielle capables d'extraire les intentions de mouvement de patients directement à partir de leur activité cérébrale pour contrôler des effecteurs, des dispositifs de suppléance fonctionnelle, comme par exemple des exosquelettes. Vous parliez de Wondercraft. Exactement, c'est ce type d'exosquelette que cette interface cerveau-machine peut contrôler, mais également des systèmes de stimulation de la moelle épinière, des stimulations des muscles pour permettre de réaliser des tâches de préhension par exemple, ou des bras robotisés ou des fauteuils roulants. Alors cette technologie d'interface cerveau-machine a été développée, et en particulier au sein du CEA, on a travaillé sur le développement d'une technologie innovante basée sur un implant capable de capter l'activité électrique cérébrale au plus proche du cortex et plus précisément à sa surface, à la surface du cortex moteur. Comme vous pouvez voir ici, avec cet implant qui est représenté ici, capable de capter l'activité cérébrale sur 64 électrodes, que les petits points que vous voyez ici sur cet implant-là, qui sont positionnés sur la dure mère. Alors, cette technologie, nous avons démarré le développement, c'était en 2008, avec le développement de circuits intégrés grâce aux compétences du CEA dans le domaine de la microélectronique, mais également nous avons développé des briques de communication sans fil pour pouvoir transférer les données cérébrales directement vers des ordinateurs pour pouvoir traiter les données et décoder les intentions de mouvement des patients. Et cet implant a été conçu pour être autonome en énergie puisqu'il est totalement téléalimenté, il n'y a pas de batterie, ce qui lui permet d'avoir une durée de vie très importante. Alors, nous avons passé l'ensemble des normes nécessaires pour adresser les contraintes réglementaires dans le domaine des dispositifs médicaux implantables, en particulier de classe 3, et tout ça pour réaliser les premiers essais cliniques de preuve de concept. Et c'est ce que nous avons pu faire dès 2017 avec cette démonstration et l'objectif de démontrer que cette technologie pouvait contrôler un dispositif complexe tel que cet exosquelette 4 membres que vous voyez ici. Alors l'objectif était de montrer en particulier, et ça ces résultats ont été publiés en 2019, avec un patient tétraplégique capable de contrôler cet exosquelette 4 membres directement à partir de son activité cérébrale. Nous avons pu montrer en particulier la capacité de cette interface en machine à contrôler un système complexe, comme par exemple le mouvement en 3 dimensions de chaque bras, ce qui permet de montrer que cette
L'interface en machine peut capter un signal électrique et le décoder de manière assez fine et précise pour avoir un tel niveau de contrôle. Alors, en 2019, nous avons initié une collaboration avec les équipes suisses de l'EPFL et du CHU Lausanne pour développer cette fois-ci une interface cerveau-moelle épinière. Alors, le principe de cette interface cerveau-moelle épinière est basé sur l'utilisation de cette technologie d'interface en machine, donc WIMAGINE, associée à une technologie de stimulation d'un plan placé au niveau de la moelle épinière, permettant de réaliser un pont digital, comme vous voyez ici, entre le cerveau et la moelle épinière. Et donc, ce pont digital a permis en particulier à ce patient que vous voyez ici d'avoir un contrôle naturel de la marche directement à partir de son activité cérébrale. Il est capable de contrôler directement par son activité cérébrale le mouvement de sa jambe droite, de sa jambe gauche en temps réel. Ces résultats ont été publiés dans la revue Nature, c'était en 2023, et on fait le tour du monde pour montrer cette innovation française dans le domaine de l'interface en machine. Alors, pour ça, en particulier, les équipes du CEA ont travaillé sur le développement d'algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle, principalement du machine learning, pour permettre le décodage en temps réel de cette activité cérébrale avec la plus faible latence, pour procurer un contrôle le plus naturel possible pour ce patient. La particularité de ces algorithmes-là est de pouvoir réaliser un entraînement supervisé des modèles en temps réel, avec donc de manière adaptative, c'est-à-dire avec très peu de données, puisque la création du modèle nécessite du temps pour les patients. Donc en fait, l'idée et la particularité, c'est qu'avec très peu de données, contrairement à ce qu'on connaît dans l'IA habituellement, ici on est capable de créer un modèle qui soit rapide, qui soit stable et robuste pour être utilisé par exemple sur plusieurs mois. Par exemple, dans le cas de ce contrôle, le contrôle du mouvement de la jambe droite ou de la jambe gauche par ce patient-là, il n'a fallu que 5 minutes pour pouvoir créer un modèle qui a été utilisé pendant plusieurs mois. Alors, utilisé pendant plusieurs mois, en particulier dans le cadre d'un usage à domicile, et c'est ainsi la première fois qu'on a pu utiliser une interface cerveau-moelle épinière dans le cadre de la vie quotidienne, et c'est ce patient-là qui l'a utilisé en toute autonomie grâce à ce système-là, avec un déambulateur, vous voyez ici, qui embarque. Aujourd'hui, c'est un ordinateur avec l'ensemble de l'électronique nécessaire au fonctionnement du système. Mais on veut aller un cran plus loin, et ce cran plus loin, c'est pouvoir proposer un système qui soit utilisable à la maison par un plus grand nombre de patients, qui soit portable. Et pour ça, en fait, on travaille aujourd'hui, les équipes du CEA travaillent pour le développement en particulier de systèmes de décodage embarqués en particulier dans des circuits intégrés, pour pouvoir améliorer la miniaturisation du système, comme vous pouvez voir ici, passer de l'ordinateur à une simple puce électronique. C'est ce qu'on est en train de faire de l'IA embarquée, et en particulier aussi répondre aux exigences, on va dire, de consommation électrique du système pour améliorer son autonomie et permettre un usage simplifié par les patients. Alors en parallèle, nous avons travaillé et nous travaillons pour étendre l'utilisation de cette technologie qui aujourd'hui est limitée à uniquement de la preuve de concept vers un plus grand nombre de patients. Et pour ça, en fait, on travaille avec la société Onward Medical, à qui on a transféré cette technologie dans le cadre de l'usage d'une interface cerveau-moelle épinière, en associant les implants WIMAGINE avec un système de stimulation, l'implant de stimulation de la moelle épinière qui est développé par Onward. Également, on cherche à étendre les indications cliniques de cette interface cerveau-machine pour aller au-delà de la suppléance fonctionnelle et proposer maintenant une thérapie innovante de neuroréhabilitation pour des patients après un AVC. Donc l'idée, en fait, c'est de proposer à ces patients un programme d'entraînement basé sur un contrôle, donc basé sur l'activité cérébrale, donc BCI, de contrôle de différents membres, de différents effecteurs, en particulier du membre du supérieur. Alors l'objectif est en fait d'améliorer le processus de neuroplasticité lié en fait à la synchronisation qu'on va créer entre l'activité cérébrale, donc les intentions de mouvement, et le mouvement propre du patient. Et on sait que cette synchronisation permet en fait de favoriser un processus de neuroplasticité qui permet en fait d'améliorer et on espère ce qui va permettre d'améliorer, de favoriser une récupération chez les patients. Alors tout ça, ça reste encore à démontrer dans le cadre d'un essai clinique qu'on espère démarrer cette année. Les demandes d'autorisation sont en cours et on espère pouvoir, et j'espère pouvoir vous présenter ces résultats peut-être dans quelques années après les réalisations de preuves de concept.
Alors, bien entendu, je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur le développement de ces technologies, des équipes pluridisciplinaires qui ont travaillé sur les différentes phases de développement et de validation clinique. On est dans la recherche clinique translationnelle. C'est des équipes d'ingénieurs, de cliniciens et de biologistes qui travaillent ensemble dans un même lieu, sur ce bâtiment que vous voyez ici, Clinatech, qui rassemble des plateformes de développement de technologies, des plateformes d'évaluation préclinique sur petits et gros animaux, mais également une unité clinique permettant de réaliser des essais cliniques avec salle de chirurgie, plateau d'imagerie et qui est dédiée à la recherche clinique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci beaucoup Guillaume pour votre enthousiasme, pour vos explications, pour ces vidéos stupéfiantes. Je crois qu'on ne peut pas rester insensible à ces progrès. Ça va vite, même si on a bien compris qu'on attendait encore des résultats d'essais cliniques. Merci vraiment à tous les deux pour cette entrée en matière qui permet vraiment d'emblée de prendre une belle hauteur de vue sur nos sujets, de nous projeter dans les années à venir. Et c'est vraiment, Jérôme, ce qu'on avait en tête. On est vraiment dans cette logique d'exploration des pistes du futur. Encore une fois, on n'a pas le temps d'interagir, vous le disiez, donc on vous invite vraiment à capitaliser sur ce hashtag eSanté26. Je vous invite tous les deux à regagner vos places et nous allons à présent poursuivre avec plusieurs tables rondes pour approfondir ces sujets. Oui, et donc juste avant, et merci encore Stéphanie et Guillaume, et je vous confirme ce que vous disiez, Guillaume, j'ai été visiter Clinatech il y a quelques années, c'est juste passionnant, à voir si vous pouvez également y aller.